Radio 1. Les grands invités. Les grands invités, tout est dans le nom. Les grands invités sont au nombre pour cette nouvelle table ronde. Nombre de 2 et un thème central une nouvelle fois. Alors après le premier thème, on passe du rêve à la réalité, à savoir le quotidien d'un élève à l'école A. Un thème terre à terre, oui, et pratique ce coup-ci. Alors pour l'évoquer, pour nous aiguiller, nous renseigner, nous décrire cela, je fais appel à ces 2 nouveaux grands invités. Peut-être 3 au fur et à mesure, on verra. En l'occurrence, il y a Mélanie Vial. Vous êtes CPE, c'est ça? Study Manager, ouais. Ah, je préfère ça. C'est plus classe. Parlez bien dans le micro. Merci d'être avec nous. Et puis François Lasserre, qui est chef de projet pédagogique. C'est le bon titre? Il n'y a pas un titre en américain pour la faire One Again? Écoutez, je ne l'ai pas comme ça. Projet pédagogique. Pedagogical Project Manager. Voilà, ça c'est bien. Super. Merci d'être avec nous. Alors une première question, le quotidien d'un élève, on est là pour traiter cela, d'un élève de l'école A, est-il le même que celui d'un élève qui va être scolarisé dans un autre collège ou lycée? Oui, en résumé, quelle est la différence principale? Qui veut commencer? Peut-être honneur aux dames, Mélanie? Merci. Alors non, effectivement, l'idée c'est que ce soit différent. Oui. La philosophie de l'école, c'est vraiment basé sur 3 grands piliers. Le premier qui est l'ouverture à l'international, donc tout ce qui est culture anglo-saxonne. Ensuite, le deuxième, une pédagogie qui est active et individualisée. Et c'est là que, effectivement, l'accueil de l'élève et son quotidien est vraiment différent que dans une école classique. Et enfin, en troisième, l'épanouissement et les projets d'avenir de l'élève. Du coup, les valeurs de l'école A, c'est non seulement de prendre l'élève et de l'accueillir du début de la matinée jusqu'à ce quand il parte le soir, de manière personnelle. On les connaît, on les accueille, ils sont en petits groupes. Oui. Et ensuite... il y a une proximité au fur et à mesure qui est forte. Hein. Tout à fait. Et vous y tenez d'ailleurs. Voilà, c'est pas du tout anonyme finalement. C'est là où c'est différent de grands effectifs. Oui. Et il nous tient à cœur de mettre l'élève au cœur de l'école, au cœur de ses apprentissages, mais aussi au cœur de sa vie scolaire au quotidien, en lui permettant de s'investir au quotidien dans l'école avec ce qu'il aime, ce qu'il sait faire, ce qui lui ressemble. Oui, il n'est pas laissé comme ça. Hein. Chaque fois, on peut échanger au fur et à mesure de cette journée. Il ne vient pas, il ne reste pas dans son coin. Ah non, absolument. On a vraiment des ateliers au cours de la journée qui sont organisés, sur les temps de pause. Sur le déjeuner également, on a des lunch breaks qui sont organisés avec des workshops. Et oui. Ah, on a dit international. On a dit international. Cambridge, l'anglais, on a bien compris qu'on ne fait pas semblant. Hein, on ne le dit pas pour le dire. On ne fait pas semblant. Autre question avant d'en avoir une pour François. Quel est le planning type d'un élève de l'école A? Oui, merci. Alors, effectivement, le matin, on commence par des ateliers pour peut-être prévoir une arrivée un peu plus posée. On en a parlé avec Philippe Colléon, qui est le PDG d'Academia, et qui effectivement évoquait ces 45 minutes avant de commencer les cours. On arrive à 8h, on commence à 8h45 ou à 9h. Exactement. L'idée qu'on ne soit pas tout de suite dedans et pas encore réveillé, et justement perdre le fil de l'enseignement. Exactement. L'idée, c'est aussi tant physiologiquement que neurologiquement, on s'appuie sur des données qui sont concrètes. Ouais. On apprend mieux si on prend le temps le matin de faire des petits ateliers, soit de relaxation, soit de linguistique. L'idée, c'est de réveiller le cerveau et de le mettre en place pour qu'il apprenne plus rapidement. D'accord. Donc, quand on commence l'enseignement, pour le coup, là, on est prêt. On est réveillé. On est réveillé, on est serein, on n'est pas excité. Et du coup, forcément, ça fonctionne mieux en classe. Alors, vous parlez de yoga, relaxation, il y a la philosophie aussi. Des ateliers qui peuvent être lecture, qui peuvent être aussi des petits ateliers linguistiques ou des jeux pédagogiques. Ouais. Mais voilà, pour commencer à entraîner le cerveau, à pouvoir apprendre toute la journée. Devoir fait aussi. Oui, exactement. Le soir, on a une possibilité de faire un atelier devoir fait. Ça permet vraiment, tant aux élèves qu'aux parents, de rentrer à la maison l'esprit tranquille. Tout est fait. Et en plus, c'est fait accompagné de coachs ou de professeurs qui peuvent vraiment donner des conseils, accompagner les élèves. S'ils ont des questions, on est là pour eux. Et l'after school ?
c'est ça? Oui, alors l'after school, ça peut être différentes choses. Ça peut être des petits ateliers sportifs, ça peut être d'autres sortes d'ateliers qui peuvent être linguistiques aussi, qui seront au choix pour les élèves. Au choix, carrément. Merci Mélanie. François Lasserre, vous êtes enseignant. Alors comment se déroulent les enseignements? Est-ce qu'on retrouve les mêmes matières que dans un autre collège ou lycée? On peut se poser la question. Vous avez raison de la poser. Oui, on retrouve les mêmes matières que dans un collège et un lycée classique. Et on respecte globalement les programmes de l'éducation nationale. Oui, c'est la base, on peut le dire. C'est la base. Donc sur le fond, un élève à l'écola verra exactement les mêmes choses que dans n'importe quel autre établissement, sauf qu'on va aller bien plus loin. Et c'est surtout sur la forme que les choses sont très différentes. Alors je vais vous donner quelques exemples pour être concret. Par exemple, l'animation des séances de cours classiques. Donc cours classiques, je parle de maths, français, physique, etc. Les cours vont être très participatifs, interactifs. Les élèves sont constamment sollicités. Donc on n'est pas du tout sur du cours magistral descendant, bien que parfois, évidemment, on est obligé de faire des morceaux de cours en descendant. Mais on va essayer de solliciter au maximum les élèves. Grâce en particulier à notre mobilier ultramoderne, on peut changer, vous l'avez vu, de configuration très rapidement. On a évoqué notamment les sièges et les tables à roulettes. Voilà. Et du coup, on peut changer très vite la configuration et passer d'une configuration travail sous-groupe, travail groupe ensemble, participatif, etc. Et pendant la même heure, on peut aussi changer de groupe. Tout à fait. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Tout est modulable. Et le but, c'est vraiment, comme je vous disais, de faire participer au maximum les élèves, donc qu'ils soient actifs, ils pratiquent, ils expliquent, ils se trompent, ils réessaient, etc. Et c'est comme ça qu'ils comprennent et qu'ils apprennent de manière rapide et efficace, en s'impliquant totalement dans leur enseignement. Un deuxième exemple, est-ce que vous permettez que je vous pose une question, Josquin ? Bien sûr, on est en échange. Est-ce que vous avez des bons souvenirs des maths à l'école ? Des maquis. De qui parle-t-on? Je dois pas être le seul à dire ça, à mon avis. Vous êtes même loin d'être le seul. Ah, on est en force. Tout à fait. Les mathématiques, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Pour confirmer votre remarque, souvent, quand on rencontre de nouvelles personnes, qu'on échange, quand je dis que j'étais prof de maths, parce que j'étais prof de maths pendant de nombreuses années... Ça vous a marqué? Le regard des personnes change de suite. Et là, on est parti pour une demi-heure d'anecdotes sur les cours qui se passaient pas bien, qui comprenaient pas. Et on a une petite minorité quand même, où c'est l'extrême opposé. On n'a pas de juste milieu, en fait. C'est eux, ils comprenaient tout allait bien et c'était parfait. Et ils nous énervaient, je dois le dire. Je suis d'accord. Si j'en croise un... Je ne sais pas, j'en faisais partie. Et on est nombreux à être d'accord, alors qu'ils ne croisent pas. Donc pour les maths, mais pour toutes les matières évidemment, on va travailler sur du concret, donner du sens, savoir à quoi ça sert, et puis apprendre de manière... C'est ce qui nous manque, je vous coupe, mais généralement on se dit, dès qu'on abandonne, on se dit mais à quoi ça sert? Et en fait, ça sert à plein de choses, oui. Ça, on peut devenir sérieux. Et on peut faire des choses très sympas. Je vous assure qu'on peut prendre du plaisir en faisant des maths. Vous parliez de rugby tout à l'heure avec Philippe. Ce soir, il y a le crunch. On peut imaginer avec les élèves faire un exercice. C'est la 80e minute. Il y a 20-19 pour l'Angleterre. Pénalité. Si Melvin Jaminet la passe, la France a gagné. Et là, on demande aux élèves de nous donner des valeurs. Où est situé le ballon, à quelle distance des poteaux, quelle vitesse initiale, quel angle pour la frappe de balle. Et puis la question va être, est-ce que la France va faire le Grand Chelem ou pas? Si elle passe, oui. Si elle passe, oui. Là, il n'y a pas besoin d'être fort en maths. Même nous, on peut répondre. Moi, si elle passe, je fais wow, c'est tout. Je me pose pas toutes ces questions. Non, mais je vois, c'est des cas pratiques. Concrets. Imaginer concret. Et sur des sujets qui intéressent les élèves. Mais quand vous parlez comme ça des mathématiques, en fait, vous voulez nous montrer que toutes les matières ici même ont une approche pédagogique. Je dis ludique et c'est pas négatif dans mes propos, mais justement montrer en quoi ça peut servir et comment apprendre, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et dernier exemple, alors, je ne vais pas en trop en dire pour l'instant, car on reviendra dessus durant la journée, mais on va même aussi travailler en co-intervention, c'est-à-dire plusieurs matières et plusieurs enseignants en parallèle, par pôle ou hors les murs. Donc, en résumé, on a souvent l'image de l'élève qui veut progresser et qui est assis, caché derrière une grosse pile de livres, la tête entre les mains, et on pense que le travail doit forcément être laborieux et on doit souffrir pour y arriver. Nous, on pense qu'on peut y arriver différemment, en prenant du plaisir, avec des efforts quand même, bien évidemment, mais en prenant du plaisir et surtout
C'était l'exemple du rugby en donnant du sens à ce qu'on fait. Voilà la différence. Mais vous étiez prof de maths, vous êtes chef de projet ici même. Comment vous avez épousé cette méthode-là? Parce que est-ce que vous prenez vous-même des cours pour pouvoir donner des cours? Non, mais c'est simplement, je vous disais, il faut que les élèves prennent du plaisir. Ouais. Mais l'enseignant aussi doit prendre du plaisir. Et c'est par ce biais-là, c'est en trouvant des méthodes, des stratégies où on va faire progresser les élèves plus rapidement, mieux. Voilà. Vous apportez des contributions justement à cela en faisant des propositions? Oui, voilà. Chaque enseignant expérimente, teste des choses, on fait des réunions, des échanges, partage de best practice, et c'est comme ça, petit à petit, chacun teste des nouvelles stratégies. Et peu importe la matière, ça n'a pas d'importance. On échange tous ensemble pour juger les résultats. Voilà. D'accord. Ne partez pas, j'ai d'autres questions pour vous, François. Je reste. Et là, c'est une question pour Mélanie. L'école accueille des collégiens et lycéens, on l'a compris. Comment se déroule la cohabitation? On a eu pas mal de bacheliers, je dis pas mal, enfin en tout cas 2 qui sont venus à ce micro, qui nous ont expliqué qu'ils parlaient avec des premières, des secondes sans aucun souci, et pas forcément qu'avec les gens de leur classe. Et justement, est-ce qu'ils ont l'occasion de partager des cours ensemble? Oui, tout à fait. Alors, on a des temps de pause qui sont quand même différenciés, c'est-à-dire qu'on prend les collégiens tous ensemble et les lycéens tous ensemble. L'idée, c'est quand même pas de mettre nos petits sixièmes avec nos grands terminales. Parfois, ce serait compliqué. Donc, c'est différencié, mais c'est mélangé. Oui. Et l'idée, c'est effectivement... Je vous coupe, mais ils sont pas dans la même classe, mais ils peuvent se croiser. Oui, mais ils ont aussi des temps de pause où ils sont dans les mêmes salles. Okay. Pour le coup, en pause et en heure méridienne, ils ont notamment la Brain Gym où ils peuvent faire du tennis de table ensemble, jouer au mini-golf ensemble. On a vraiment beaucoup d'activités possibles. Tous les mots anglais, vous les donnez en anglais, mais quand c'est le tennis de table, vous dites pas ping-pong, hein? Non. Ah, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué. J'ai coupé, pardon. Non, pas de souci. On a beaucoup de jeux aussi dans l'école, des jeux de plateau, des jeux collaboratifs, des jeux de cartes qu'ils peuvent utiliser. Et donc là, ils se mélangent. Ils adorent se mélanger. Soit des lycéens, soit des collégiens. Ils font des petits groupes et puis ils jouent ensemble à midi. Alors, je le répète, hein, s'il y a vraiment l'enseignement, si c'est pas la détente en tant que tel, mais c'est plutôt le bien-être. Il faut bien comprendre et bien différencier cela, qu'on ne dise pas que tout ce qu'on met à notre disposition, c'est pour ne pas faire. Bien au contraire, c'est pour faire dans de meilleures conditions. En tout cas, c'est pensé comme cela. Absolument, merci de le préciser. L'idée, c'est vraiment que sur ces temps de pause-là, ils puissent déconnecter parce que, évidemment, leur cerveau a besoin de temps de pause. Et ensuite, quand ils retournent en classe, ils sont plus sereins, ils sont beaucoup plus aptes à prendre les apprentissages. On a aussi des moments de co-learning qui leur permet de coopérer, de collaborer ensemble. Ça reprend aussi les valeurs de solidarité qu'on essaye de mettre en place à l'école, évidemment. Et ça leur permet de cultiver leur envie d'apprendre ensemble et de développer certains talents. On a des élèves qui sont plus dans accompagner les petits à faire les maths. Ça peut être assez chouette. On en a d'autres qui ont juste une galère en sciences économiques et puis qui vont aller demander à quelqu'un qui est plus fort. Et voilà. Et tout ça crée vraiment un esprit d'équipe qui est hyper important. On casse l'idée qu'on avait, et qu'on a encore de l'école, où quand tu es en 6e, tu regardes les 5e un peu impressionnés. Quand tu es en 5e, tu regardes les 6e comme des petits. Là, l'idée, c'est qu'on va partager, on va se mélanger. Tout à fait. D'accord. Merci pour la réponse à cette question. Alors, l'Écola, c'est un projet commun et partagé entre l'école, les élèves et bien sûr les parents. Comment ces derniers, je parle donc des parents, sont-ils intégrés dans la vie de l'école? Quelle place ils ont? Oui, effectivement, c'est un projet commun. Ils sont intégrés de plein de manières. On organise notamment une fois par mois un café des parents, oui. Où on les accueille à l'école. Et puis, tout au long de l'année, finalement, ils sont amenés à participer sur divers projets. Par exemple, on fait des appels quand on a besoin d'envoyer nos élèves de 3e et de seconde en stage. Si jamais il y a d'autres parents qui veulent accueillir d'autres élèves, ça peut être le moment. Ou alors des parents qui veulent venir présenter leur métier. Pour tous les sujets d'orientation, c'est aussi une manière de s'investir dans ce projet commun. Voilà, l'idée, c'est vraiment que l'école, elle soit aussi ouverte aux parents. Voilà, alors ils ne viennent pas comme ça, hein. On prend rendez-vous. Hein. Ah, évidemment. Quand même, il y a des règles. D'autres questions? Alors justement, c'est pour vous, François Lasserre, cette question. Combien sont les élèves par classe? On a eu des élèves qui nous parlaient de 7, 8. Alors on va dire classe maximale.
On va dire maximum autour de 15. Ouais. Alors pourquoi ce chiffre ? Pour mettre en place la pédagogie dont on parlait tout à l'heure, l'effet groupe, la dynamique, les partages, les interactions, le travail en sous-groupe, il faut un nombre suffisant d'élèves. Mais aussi pour s'assurer de la participation et de l'implication de tous et conserver ce qui est l'une des caractéristiques fortes d'Academia, c'est-à-dire l'individualisation, il ne faut pas un nombre trop important non plus d'élèves par classe. Donc par expérience, cet effectif autour de 15 est celui qui nous semble le plus pertinent, le plus efficace. Chaque élève y trouve son compte, on a des interactions fortes entre élèves et enseignants, et chaque enseignant peut s'adapter du coup à chaque élève en fonction de ses points forts, de ses points faibles, et donc s'adapte au profil et aux besoins de chacun. Bon, là, il n'y a pas besoin d'être fort en maths. On sait qu'il y a 2 fois moins d'élèves qu'une classe normale habituelle. Hein. C'est ça. Et grosso modo. Grosso modo. Parce que n'aime pas les maths. Mais il y a beaucoup de classes qui peuvent monter à 35 aussi. On est un peu même en dessous. Autre question. Alors oui, en préparant cette émission, on a croisé des élèves qui regrettaient de ne pas pouvoir prendre des cafés facilement. La restauration, le café, le portable, les règles de l'école, le règlement intérieur. Mélanie, comment vous positionnez en termes de discipline ? Oui, alors effectivement, nous on part du principe que des règles et un cadre permettent un climat scolaire apaisé et sont nécessaires. Donc l'idée, comme vous le disiez finalement pour les temps de pause, c'est de conserver une exigence qui est académique et qui se traduit par de la bienveillance dans la vie scolaire. Donc les collégiens, ils déposent leur téléphone le matin, ils le récupèrent le soir. Les lycéens, ils doivent l'avoir dans leur sac, mais il doit être éteint durant les cours et on y tient. Vous les appelez pour voir si ça sonne? Je donne une idée. Vous venez de me donner une très bonne idée, je crois. Ah bah je participe. Hein. Ah bah on a dit que c'était participatif. Je vais pas me faire des copains là pour le coup, mais enfin bon. Donc voilà, l'idée c'est de leur apprendre à se responsabiliser, à s'autonomiser, mais aussi à les accompagner vers la réussite. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir un cadre assez strict qui permet ensuite de pouvoir développer le reste, tout notre projet. On ne pourrait pas le faire finalement si le climat scolaire était pas apaisé. Oui, tout à fait. Mais on le rappelle, il y a d'abord des bases qui se doivent d'être solides. Exactement. Et après ça, on ouvre sur des options, sur des envies, sur des paris. C'est parce qu'on a un cadre qui est strict qu'on peut se permettre de faire ce genre de projet. C'est comme ça, quand on a une émission déjà bien cadrée, après, on peut rigoler. C'est à peu près la même chose. Et vous avez tout compris. C'est des métaphores. Autre question, peut-être pour vous, François, les développements, est-ce qu'ils sont devenus... est-ce qu'ils sont prévus déjà pour la rentrée prochaine? Parce qu'il faut toujours avoir un train d'avance. Tout à fait. Un coup d'avance si on veut jouer au rugby. Tout à fait. Et donc, oui, il y a des développements, des nouveautés prévues dès la rentrée. Par exemple, on va accentuer encore plus les langues. C'est un des piliers de l'école. Donc, on a déjà pas mal de langues cette année, mais on va accentuer encore un petit peu plus dès l'année prochaine. On va commencer des cours de codage. C'est quand même un nouveau langage, on peut appeler ça une nouvelle langue donc, qui est importante. La programmation informatique, apprendre à programmer pour les élèves. C'est bien, on parlait des téléphones, de savoir utiliser le téléphone, mais c'est bien aussi de savoir le programmer, de savoir réellement comment il marche. Et là, pour ces cours-là, on pourra ressortir les téléphones du sac. C'est le seul moment où on peut appeler. Voilà, c'est pas mal. On va aussi travailler sur la restauration pour qu'elle devienne à terme aussi un véritable outil d'apprentissage. Mais d'une manière générale, chaque rentrée, on proposera au moins une grande innovation. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais il faudra que vous veniez nous voir chaque mois de juin et on vous annoncera les grandes nouveautés de la rentrée. Un coup d'avance, des propositions déjà en tête mais pas encore mises en place, mais faut-il le rappeler, aussi des choses qui sont mises en place et qui peut-être ne resteront pas parce qu'elles n'auront pas eu l'effet escompté. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas figé, quoi. On n'est pas figé. En général, ce qu'on met en place, on l'a testé auparavant aussi, et on est à peu près sûr que ça fonctionne. Après, on réadapte, on ajuste, voilà, on est en perpétuelle évolution, et on change, on améliore chaque année, on rajoute des choses. Vraiment, on n'est pas fiché. Comme les salles de cours qui sont modulables, on est modulable nous aussi. Tant mieux. Et on parlait de l'anglais, enfin de l'international, effectivement, parce qu'il n'y a pas que l'anglais. L'anglais, on creusera, mais c'est vrai que c'est mis en avant, il y a plus d'heures, et puis il y a un système, un partenariat avec Cambridge, c'est ça? Oui, tout à fait.
Tout à fait, un partenariat avec Cambridge qui permet vraiment aux élèves de travailler de manière très différente. Je crois que vous aurez Craig tout à l'heure. Craig Taylor. Tout à fait. On sent qu'il sait parler anglais. Craig Taylor. Hein Voilà. Rien que ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'il parle bien anglais, moi. Enfin bon. On Et verra. qui pourra vous en dire beaucoup plus. Évitez le sujet rugby par contre lors de. Il est anglais. Eh oui, Parce qu'il peut parler anglais sans être anglais, mais Et là, si, ça tombe malheureusement, ouais, il est anglais. C'est fâcheux. mal. Attends, on joue. Non, je vais pas en rajouter. Je commence déjà à me lancer sur le sujet, il est même pas là pour se défendre. C'est pas beau, c'est pas beau. On oublie. On lui en parlera pas. Enfin. Mais voilà, il vous expliquera en détail, mais partenariat avec Cambridge, très important, basé sur l'oralité, la participation. Un élève va parler énormément lors de ses cours et c'est souvent la partie défaillante dans le système classique où l'oralité est très peu mise en avant. Bah là, c'est tout l'inverse. On va mettre vraiment l'oralité en avant. On lui dira que François, qui est matheux, a dit que l'Angleterre allait prendre 37 points. Alors, il est aussi marabout. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être une dernière chose avant de terminer ce thème, hein, je le rappelle, cette table ronde, c'est du terre à terre, c'est les règles ici même. On a eu l'école comme on l'a rêvé, comme on l'a pensé avec Philippe Cléon. Là, on est avec vous. L'école au quotidien, on a appris pas mal de choses, des choses on s'en doutait, d'autres un peu moins. Est-ce que vous voulez apporter des précisions auprès d'ailleurs des parents d'élèves qui sont venus nous rejoindre une nouvelle fois dans ce studio? Peut-être pour terminer, on a parlé des emplois du temps. Je voudrais revenir aussi sur la flexibilité sur les horaires. On est aussi une école qui accueille des élèves qui sont soit en sport-études, soit en art-études, ou qui ont d'autres types d'engagement à côté de l'école. Et dans ces cas-là, on est tout à fait apte à nous s'adapter et à leur proposer les cours obligatoires le matin ou à moduler nos espaces et nos moments de travail pour s'adapter à leur emploi du temps. On a notamment une élève qui est championne de France d'équitation. Enfin voilà, on fait en sorte de s'adapter. Donc quand elle part en compétition, on a des plateformes pour qu'elle suive ses cours en ligne si elle le souhaite, qui sont Live et Neuro. Et ensuite, quand elle revient, tout le monde s'est organisé, ses professeurs lui donnent ses cours, elle ne rate rien. C'est vraiment pas comme des élèves en sport-études classiques qui devraient rattraper et qui rateraient tous leurs cours s'ils partent en compétition. Oui, c'est ça. L'école aide en quelque sorte. Ils ont leur structure, ils sont arrivés même avec leur structure à l'école A. Ils pratiquent leur sport. On a eu du karting, on a eu du golf, du tennis, on parle d'équitation. Et l'école permet justement que de temps en temps, ils ratent des cours, mais ils les rattrapent autrement et en étant en petit comité, si j'ai bien compris, ils arrivent à garder le même rythme. Raccrocher les wagons, ouais, exactement. Raccrocher les wagons, ça ne me venait pas à l'esprit, c'est ça. C'est le terme que je cherchais. Merci. Radio A, parlons avenir.